Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air pour un nouveau débrief, un nouvel épisode. Cette fois-ci, qui risque quand même d'être un peu plus joyeux que ceux que moi en tout cas j'ai pu faire. Exit la défaite du Portel, exit la défaite contre Lille lundi. C'est bien avec la victoire du Paris Basketball contre Nanterre que dont nous allons parler ce soir. Victoire très large, très très facile victoire. 98-67. Alors on n'était pas sur place, mais on a quand même beaucoup apprécié ce match et je suppose que les Parisiens qui étaient dans la salle également. Et puis quand je dis on, c'est qu'on est deux comme d'habitude et c'est Antoine qui m'accompagne. Salut Antoine. Salut Flavien, salut à tous. Antoine, on va mettre les pieds dans le plat directement. On a vu une équipe de Paris extrêmement dominante toute la partie. Il n'y a pas eu photo du début à la fin. Voilà, on l'a dit, 98-67, plus 31 au tableau d'affichage. Ça a été un tout petit peu serré au tout début. Et puis Paris a assez rapidement pris le large. Et Nanterre s'est retrouvé assez limité pour contrer l'énergie parisienne qui était mise en place. Et puis ça a été une boucherie. Il n'y a pas eu de suspense du début à la fin. Antoine, je te lance pour un peu faire un premier pouls du match de ce Nanterre-Paris. Est-ce qu'on Paris n'a pas vécu un peu la soirée parfaite à Maurice Thorez? Si, pour moi la soirée est parfaite. Paris en fait, a rendu sa soirée parfaite. Comme tu l'as dit, il y a eu une sorte de mini bras de fer pendant les 3 premières minutes de la rencontre où Nantais, les équipes se jaugeaient un petit peu. On a vu une équipe parisienne être un peu bousculée physiquement, mais vraiment quand je dis un petit peu, c'est l'histoire de quelques minutes et pas beaucoup, comme tu l'as dit aussi dans ton introduction. Et petit à petit, voilà, une réaction par rapport à la défaite du Portel. Bon, il y a eu d'autres matchs entre-temps, en coupe, de France et en coupe d'Europe pour un petit peu remettre les pendules à l'heure, mais Paris a très bien réagi. Paris a dominé vraiment pas du presque début à la fin, on va dire, 37 minutes sur les 40 avec vraiment une aisance, une partage du temps de jeu qui était vraiment très, 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 très bien effectué par le coaching staff. Des joueurs qui étaient vraiment à leur rôle, qui jouaient bien. En fait, c'était extrêmement agréable. Je pense que nos auditeurs seront d'accord avec ça. Sur ce match-là, était extrêmement agréable à regarder, à suivre, à analyser. Pour en parler maintenant, je pense que, voilà, comme tu l'as dit, c'est un podcast qui fait très plaisir après ceux qu'on a pu faire récemment ou celui qu'on a pu faire récemment. Et non, on va en parler tout au long de cette rencontre-là, mais un derby, vraiment derby extrêmement réussi. Paris a réussi à acculer totalement Nanterre qui a rien pu faire et c'était vraiment limite, en fait, on voyait clairement qu'il y avait une équipe qui était au-dessus de l'autre et ça c'est heureusement pour nous, c'était Paris. Heureusement, c'était Paris. On va commencer par parler un peu de l'attaque, qui a peut-être été le point le plus flamboyant côté parisien ce soir. Euh, une équipe qui a dominé à l'intérieur, qui a dominé de loin en étant à 41% à 3 points, 14 paniers rentrés. Une réussite au lancer franc bien supérieure à celle que l'on connaît un peu depuis le début de la saison, 90%, 20 sur 22. Domination au rebond, beaucoup de passes décisives, peu de pertes de balles. Euh, Antoine, qu'est-ce qu'on retient un peu de ce match offensivement? Je sais que quand on préparait un peu l'épisode, tu me disais que tu avais beaucoup apprécié la polyvalence de l'attaque parisienne, mais pour moi, on a vu, certes, on va dire deux joueurs très forts qui étaient Tyson Ward et TJ Shorts, mais autour aussi, ça a été capable de scorer d'un peu n'importe où et avec n'importe qui. C'est ça, c'est la polyvalence comme on disait, cette capacité, voilà, avoir 2 joueurs très forts et des joueurs autour qui, lorsqu'ils ont leur moment, leur séquence, ne forcent pas ces moments-là. C'est-à-dire qu'ils prennent des bons tirs parce que les possessions sont faites pour que ça soit Colin Malcolm ou un autre, ou Banjassi dans le corner, ou Sébastien Herrera, se retrouve à ce moment précis de la rencontre pour tirer ce 3-là. Et puis ben, derrière, la réussite, elle était là. Tu as dit on a une domination partout. C'est, c'est agréable à regarder en fait, parce qu'en fait, on est baladé entre du jeu longue distance, puis une bataille au rebond, donc un jeu à l'intérieur qui score aussi, mais quand ça score pas, il y a une capacité à aller prendre des secondes chances via des rebonds offensifs. Il y en a eu 15 dans la rencontre, 41 rebonds, donc 15 offensifs, ce qui est énorme. On a vraiment vu une équipe parisienne dans la facilité. C'est pas pour manquer de respect à Nanterre, mais on a vu une équipe vraiment au-dessus, capable de s'adapter à chaque possession. C'est-à-dire, chaque possession était différente. On a vu un moment le commentateur qui disait que Pascal Donadieu en avait marre, par exemple, à reprocher à son équipe de toujours utiliser le même système. Bah, Isalo pouvait pas faire ce reproche-là à ses joueurs, puisque pour le coup,
Les systèmes étaient constamment changés, les rotations, bah, ça on a l'habitude depuis le début de saison, changeaient tout le temps, donc on avait tout le temps, voilà, des séquences offensives très différentes et c'est pas pour déplaire, je pense, ben, aux observateurs et supporters et ça fait très, très mal, je pense, à l'équipe adverse et ça a commencé vraiment à se déclencher dans le 2e quart-temps quand, tu, empêches d'ailleurs, Nanterre de mettre beaucoup de temps parce que je crois que Nanterre met 8 points parce que tu défends très bien et Nanterre attaque mal et tu en mets 26 donc tu gagnes ce quart-temps 8-26 en ayant vraiment montré toute la palette d'un jeu, efficace offensivement. Tu auras tout fait et ça a été ça tout le match, en fait. Ouais, une question que j'aime bien poser et justement, je pense qu'elle est plus de circonstance. On a une équipe, Nanterre, qui a, largement déjoué, collectivement par rapport aux standards qu'on connaît, de cette équipe depuis le début de saison. On a Paris qui a été, relativement dans sa norme, voire au-dessus. Est-ce que tu penses que c'est Nanterre qui a été moins fort? Est-ce que Paris était excellent? Qu'est-ce qui a fait que on se retrouve avec un écart aussi large en faveur de Paris? Un peu des 2. Je botte en touche. Je prends la solution du milieu. Mais, non, déjà, on en parlait un petit peu en off, toi et moi. Je trouve que le fait même si Paris a joué 3 matchs cette semaine, le match de Coupe de France de lundi, si je dis pas de bêtises, est un petit peu différent puisque Paris a envoyé une équipe, alternative. Donc beaucoup de joueurs ont pu se reposer et retrouver ce rythme de 2 matchs par semaine, donc ce rythme d'Eurocup qui manquait un petit peu, qui était un peu pointé du doigt par Thomas Isallo puisque Paris avait un rythme un petit peu supérieur à celui-là. Donc déjà, on a revu une équipe parisienne un peu plus reposée et pas complètement cramée comme contre le Portel. Enfin, c'est l'image que ça donnait quand même, une vraie fatigue physique. Donc Paris avait retrouvé une intensité qu'on avait un petit peu, qui craquelait un petit peu récemment de par la fatigue. Ça, c'est le premier point. Et comme tu l'as dit, voilà, Nanterre, depuis le début de saison, propose quand même des belles prestations. On l'a vu contre l'Asvel il y a pas moins d'une semaine. Il y a pas moins d'une semaine. Et je pense que ça a été un pari qui avait besoin de se rassurer, qui avait besoin de prouver et de se rattraper très vite en championnat et de pas tomber dans une spirale négative, en championnat du moins, face à l'équipe de Nanterre qui a un petit peu peut-être aussi raté sa préparation, enfin pas sa préparation, on n'est pas dans le groupe toute la semaine, mais a raté cet affrontement-là. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas su s'adapter à une équipe parisienne qui était revenue avec la même intensité que Le Mans avait subi, que Dijon avait subi, que Saint-Quentin avait pu subir. Donc c'est un peu des deux, mais quand même beaucoup un retour du Paris Basketball qu'on a vu récemment, même s'il n'était pas parti très loin, on va pas se le cacher. Non, non, il était pas parti très loin, il a eu besoin de quelques jours de repos et évidemment donc de ce match de coupe de France perdu pour relancer la machine. On l'a même vu à Hambourg, en déplacement là, en milieu de semaine. Paris n'a rien perdu de son intensité. Je voulais qu'on parle aussi un peu de la défense, Antoine, côté Paris. Qu'est-ce que Paris a fait de bien? Encore une fois, une prestation qui me semble plutôt aboutie. Tu as vu le match plus assidûment que moi, mais je pars juste du principe que quand tu encaisses 67 points, c'est que tu as quand même fait de très bonnes choses en défense et que Paris est habitué justement à ce genre de prestation. Dis-moi en plus bah, sur la partie défensive côté Paris. Oui, c'est sûr que quand tu encaisses, aussi peu de points, on va dire 67, c'est que tu as bien défendu. Comment tu as bien défendu? Je trouve déjà les 9 interceptions de la rencontre, beaucoup en première mi-temps au global. Bah, on revient sur le 2e quart-temps que Paris remporte, 26-8. Vraiment en fait, il y avait une fébrilité du côté de Nanterre que Paris a su vraiment, travailler, développer pour en faire vraiment un atout offensif. Donc de ce travail défensif vient l'attaque, c'est ce qu'on dit souvent et ce que le coach, Thomas Isallo a souvent répété. Je prends exemple notamment, couper les lignes de passe, dès que les joueurs de Nanterre rentraient dans la zone parisienne. Vraiment, je pense à Tyson Ward notamment qui ont fait 3 des comme ça. À l'intérieur, pareil, ce jeu en petit périmètre entre les intérieurs dans des petites zones a permis notamment à Leon Kratzer de bien se débrouiller dans ce secteur-là et de faire aussi 3 interceptions. Après, encore une fois, hein, une vraie défense, enfin, les switches qui sont bien pris, une, une bonne défense sur les lignes extérieures qui fait que Nanterre a quand même beaucoup vendangé. À 3 points, ils sont à 6 sur 23, donc 26%. Parce qu'il y a des tirs qui sont mauvais, mais il y a aussi pas mal de. Il y a une bonne défense. Bibin, ça a réussi à se créer quelques tirs, mais globalement, il a été plutôt bien défendu. Les autres joueurs aussi. Donc vraiment une défense globale solide à l'intérieur, costaude, et à l'extérieur, prêt à bondir sur le ballon pour repartir en attaque. C'est le Paris Basketball qu'on voyait en début de saison et qui a su profiter en fait des erreurs de son adversaire, tout en ayant un plan de jeu très efficace. Et puis on n'oubliera pas de citer encore une fois
les moultes changements de Thiago Cisalo qui font que ta défense ou ton attaque est toujours fraîche. Tu parles d'attaque fraîche, moi j'ai envie qu'on enchaîne sur le joueur un peu du match, notre rubrique habituelle. Je voulais qu'on parle de Tyson Ward, tu en as parlé un tout petit peu tout au long de ce podcast. Tyson Ward, je vais donner ses stats avant de te lancer. 18 points à 5 sur 5 à 2 points, 2 sur 3 à 3 points, 2 sur 2 au lancer, 5 rebonds, 1 contre, 3 interceptions, 2 petits ballons perdus pour 24 d'évaluation. Euh, c'est quasiment une copie parfaite pour Tyson Ward. Et en fait, je voulais aussi qu'on parle de lui plutôt que de TJ Short qui fait un match tout aussi brillant. Antoine, parce qu'on a peut-être vu aussi Tyson Ward un peu moins bien depuis quelques matchs. Alors, il avait repris un peu comme tout le monde du poil de la bête à Hambourg. Mais c'est vrai que là, on revoit en tout cas le Tyson Ward des tout premiers matchs. Truc, vraiment le gars qui nous avait vraiment ébloui par ses prestations. Et il a été, selon moi en tout cas, l'un des fers de lance de la victoire de Paris ce samedi. Oui, on retrouve le pitbull de ce début de saison, le joueur partout, qui défend sur toutes les possessions, qui offensivement comprend tous les systèmes, va presser, va aider son coéquipier qui défend son vis-à-vis. Et en fait, je l'ai déjà dit dans les podcasts, mais personnellement, c'est le pouls, c'est le colonel, l'intensité de cette équipe. Quand Tyson Ward va, l'intensité du match pour le Paris Basketball va aller. Sur ce match-là, ça a été le cas, comme tu l'as dit, il a été un petit peu fatigué récemment, des prestations un petit peu moins reluisantes, ce qui a permis à d'autres joueurs de se mettre en avant. Je pense à Colin Malcolm. Et ça fait du bien de revoir ce joueur-là, qui est un peu un lieutenant dans cette équipe-là, mais un lieutenant de luxe qui est très fort, très efficace partout. Tu as cité sa ligne de stats, ça prouve encore une fois voilà, qu'il sait tout faire, tirer de loin, attaquer à l'intérieur, prendre des rebonds, que ça soit défensif, offensif, défendre. Et ça, c'est important pour le Paris Basketball de retrouver ce joueur-là, parce que même si tous les joueurs défendent bien, il a ce petit, je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais ce petit truc en plus qui va apporter une pièce supplémentaire dans ta victoire ou dans ta quête de victoire qu'on avait un petit peu perdu en championnat. Tu l'as dit, en Eurocoupe contre Hambourg, ça revenait un petit peu justement. On peut mettre ça sur le coup de la fatigue, en fait, le rythme était assez élevé, donc le revoir revenir comme ça, un peu frais, ça fait du bien. Puis voir vraiment l'intensité, l'impact qu'il apporte dans une rencontre, c'est non négligeable en fait. C'est le genre de joueur que tu as envie d'avoir et je pense que les adversaires détestent, pas par son comportement, mais parce que, enfin, son comportement oral, on va dire, mais par son comportement sportif, le joueur est juste un. Il est insupportable parce qu'il est partout, tout le temps. Il a l'air infatigable, il est un petit peu fatigué. Là, ça a l'air d'aller mieux, enfin, sur cette rencontre du moins. Et pareil, on avait vraiment besoin. Ouais, bah après, Tyson Ward, quand on voit la baisse de niveau qu'il a eu depuis, on va dire 2 semaines, et le niveau qu'il a affiché là contre Nanterre, même contre Hambourg, franchement, on voit en fait à quel point il est le lion dans cette équipe, entre les petits et les grands dans le 5 majeur, à quel point son importance est capitale dans l'équipe de Thiago Cisalo, dans son système. Il est capable de scorer dans quasi toutes les positions. Il peut défendre sur le meilleur extérieur sans aucun problème, parce qu'on l'a vu là contre Nanterre. C'est lui qui est en mission sur Justice Bibbins. Alors il fait pas tout parfaitement. Il mange sur des feintes lorsqu'il est en retard sur le close-out. Bon, ça peut arriver, mais très globalement, il est un atout tellement spécial dans cette équipe d'être le two-way player parfait. Euh, et il sanctionne quand TJ Short lui donne des shoots ouverts. Il est capable d'aller se frayer un chemin pour les marquer à l'intérieur. Enfin bref, joueur tout à fait unique et qui aide beaucoup Paris. Je voulais qu'on parle, pour finir un peu ce podcast qui sera moins long que les précédents, euh, qu'on parle un peu de Mehdi Nguama, dont on n'a pas encore discuté depuis son arrivée, qui a disputé son troisième match là contre Nanterre. Il a joué contre Lille, dans la défaite contre Lille en Coupe de France. Il a joué un petit peu contre Hambourg mercredi, et puis là, donc, il a joué samedi contre Nanterre. Antoine, je voulais qu'on en parle un petit peu. Qu'est-ce que tu penses de son arrivée? Qu'est-ce qu'on retient d'abord de son match contre Nanterre? On va déjà commencer par là. Et puis plus globalement de son apport qu'il pourrait avoir dans l'effectif. Petite nuance qu'on n'a pas encore donnée sur les réseaux sociaux, mais qu'on vous met ici. Il est bien sous contrat jusqu'en fin de saison et non pas jusqu'à la fin de l'année. C'est une différence de communication que le club a eue, mais on comprend pas trop. Mais c'est bien jusqu'à la fin de la saison que Mehdi Nguama s'est engagé. Antoine, qu'est-ce qu'on a pensé de son match contre Nanterre et de son arrivée?
J'aime bien, ça apporte du peps, vraiment, du dynamisme. C'est une solution supplémentaire, à la main qui permet de soit d'être aligné avec Nadir ça a été le cas ce soir, contre Nanterre, permettre de reposer Shorts un petit peu aussi, même si bon, la partage du temps fait que Shorts va pas non plus s'épuiser beaucoup. Bref, on est sur Medine Guama. Non, voilà, du peps, un peu de scoring, un joueur, rapide, vif, qui peut faire des passes. Sur ce match-là, par exemple, il a bien créé, je crois qu'il a 6 passes, si je dis pas de bêtises. Qui défend aussi, qui défend dur, bah, à l'image un petit peu du basket d'Isalo, qui connaît puisqu'il a fait la préparation avec le groupe parisien. Donc voilà, c'est une solution en plus, c'est du talent. J'aime bien ce qu'il apporte offensivement. Peut-être faire un peu attention à ne pas trop se précipiter parfois, pas trop s'énerver. Sur cette rencontre, on l'a vu, voilà, il fait 4 fautes, il a 11 d'évaluation, mais il fait 4 fautes, dont une défensivement. Je crois qu'il en fait 2 offensives et 2 défensives. Et il s'agace assez vite, il peut avoir du caractère, mais du caractère qui peut parfois agacer un arbitre. Et ça, ben, pour l'instant, dans ce Paris Basketball-là, on l'a pas trop vu encore. Donc attention à ça, mais non, c'est une solution intéressante, je trouve, pour Paris. À voir un petit peu comment ça va se mettre en place, notamment avec Nadir Ifi. Ça permet à Nadir Ifi de jouer en deux, vraiment, en deux assumés. Et on verra ce que ça donne. Sur ce match-là, il y a des choses que j'ai bien aimées, d'autres que j'ai pas aimées. Mais c'est encore un petit peu tôt pour faire un bilan complet, un check-up complet. Mais non, un peu de peps en plus, ça fait jamais de mal, je trouve, dans ce groupe-là. Un peu de peps en plus, ça fait jamais de mal effectivement et en tout cas de la profondeur de banc, on va y en avoir besoin toute la saison vu l'énergie, dépensée par Paris. Nous, on va s'arrêter ici, mais on vous donne un peu le calendrier des prochains matchs. Déplacement à Londres, ce sera mardi à 20h30 contre l'autre club qui vise une certaine compétition. On n'a pas parlé encore d'Euroleague, mais on va essayer de vous faire un épisode dans les prochaines semaines pour déblayer un peu toute l'actu autour de cette rumeur qui n'est pas qu'une rumeur, on va pas se mentir. Et nous, on va se retrouver plutôt en podcast, pas pour Londres, mais pour, ah non, bah non, je vous dis des bêtises. On va se retrouver en podcast pour l'Eurocup. Il y aura un podcast Eurocup qui sortira normalement mardi matin, juste avant Londres, avec Lilian et Corentin, tous les 3 matchs. On fera ça cette saison. Et puis pour la Betclic Elite, on se retrouve donc le 28, samedi 28 à 18h30, Paris-Chalon-sur-Saône. Ce sera à la Halle Carpentier, une réception à la Halle Carpentier. Antoine, merci beaucoup de m'avoir accompagné sur ce podcast. Mais merci à toi. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux, à liker les vidéos ou l'épisode sur votre plateforme de streaming sur laquelle vous nous écoutez. D'ici là, donc prenez soin de vous. On vous poste un podcast pour mardi, un podcast samedi soir. Ce sera tout pour nous aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt. Ciao.